c'est que du bonheur. C'est que du bonheur, quoi. Des belles rencontres, je pourrais en citer tellement. Je veux dire, ça fait quoi, plus de 100... En 28 ans, ça fait plus de 100 ateliers. Après, j'étais, voilà, un voyageur. Pot cassé, le podcast d'atelier. Une série audio sur la vie de céramiste réalisée par Sarah Gatin et Louise Gouttereau. Épisode 4. Oui, vas-y, bonjour. Un long voyage, un désir d'imperfection et une bougie toujours allumée. Franck Hesdu. Donc moi j'ai un atelier qui est un grand atelier, on va dire, qui fait une centaine de mètres carrés. Je l'ai divisé dans l'esprit en trois parties. Une partie où je stocke et je présente mon travail. La partie où il y a le four, en face les matières premières. Et ensuite, j'ai la partie qui est de l'autre côté, la partie fabrication. C'est ma grotte un peu, c'est l'univers de ce que je veux développer. Ben moi, c'était très simple, je voulais faire prof de sport. J'ai failli rentrer au Krebs de Wattignies, dans le nord de la France, pour faire sport-études. J'ai eu un accident, ça m'a flingué ma carrière de prof de sport. J'ai fait électromécanique, pâtissier. J'ai fait de la formation entreprise dans cette toute petite vie, jusqu'à 25 ans. Voilà, parce que ça a été très vite. J'ai fait des boulots à pas savoir que j'ai bossé la nuit, j'ai fait de la fausse fourrure dans des usines, j'ai fait de la merde, j'ai fait tout ce qu'il pouvait y avoir, histoire de vivre et d'entrer de l'argent sans réfléchir. Et je suis allé chez un potier, il me restait 2 semaines de vacances, chez un potier en Ille-et-Vilaine, Philippe Dansette, dans un village qui s'appelle Montour. Et je lui ai montré, je m'en rappellerai toujours, je lui ai demandé s'il pouvait me montrer comment on tournait, quoi. 2 semaines après, j'ai arrêté. J'ai dit je plaque tout, je fais de la poterie. Mais comme ça, il n'y a pas eu de 2 poids, 2 mesures. Je me suis dit je peux pas. Je peux pas rester dans cette vie-là. Elle ne m'intéresse pas. Je voyais la chose tout tracée. Je sais que c'est pas bien, mais je voulais pas une vie. J'aime la vie un peu nomade. Je me suis battu parce que c'est un terme que je n'aime pas, mais je me suis investi énormément pour faire la formation CNIFOP en pré-qualif en 92. Et c'était là, donc là, la période que je te parle, c'était en 89. Donc j'avais découvert la poterie. Et je ne vivais que pour ça. Je me levais poterie, je dormais poterie, je mangeais poterie, enfin bref, c'était que la poterie. Quand le CNIFOP a accepté, le financement a été accepté, l'aventure de la poterie a démarré. Et alors, je regrette rien. Quand je suis arrivé ici à Saint-Amand-en-Puisaye, la première chose qui est tombée, c'est ma montre. Ma montre est tombée, j'ai fait voilà, et les choses ont démarré vraiment comme ça, tout juste en rentrant au CNIFOP. Après, le métier de potier, tourneur potier, céramiste, puis on mélange le tout, c'est un peu comme ce que je continue avec les terres. Voilà, quoi. Ça fait 30 ans que je fais de la poterie, et j'ai été pendant 28 ans itinérant. Dans l'esprit, au début, c'était une forme de compagnonnage. Chez les compagnons, le tourneur potier, ça n'existe pas. Et je me suis fixé comme objectif d'apprendre le métier pendant 10 ans. 5 ans en tournage, 10 ans pour comprendre la céramique. Voilà, donc j'ai fait de la petite pièce, de la grosse pièce. Comme ça m'a amené quand même de quoi vivre et de pouvoir être à côté, élever ma fille, etc. Enfin, la vie, quoi. J'ai commencé à continuer à faire itinérant et donc de 10 ans, c'est passé à 28 ans. Ce qui fait que j'ai fait toute la France. J'ai voulu connaître toutes les techniques par curiosité, pas par nécessité, tous les principes de fabrication, car ce que j'ai constaté, quel que soit le principe de fabrication, ça m'a nourri dans mon tournage. Alors à ce moment-là, il n'y avait pas encore Internet. Ça ne me rajeunit pas. Et il y avait le guide des céramistes. Je téléphonais, donc je localisais. Par exemple, je me disais, tiens, je vais aller Savoie, Isère. Et je faisais mon parcours en téléphonant à plusieurs potiers. Ce qui fait qu'en général, j'y allais une petite semaine,
voire une semaine, selon ce qu'ils avaient besoin. Et ensuite, je faisais mon parcours comme ça, ce qui fait que ça m'a permis d'aller à droite à gauche en France, de rencontrer des potiers, travailler, rencontrer les gens, voir les traditions dans des régions, parce que ça c'est important. Et tout ça de fil en aiguille, ça a tramé une connaissance, un savoir, et puis aussi des amis dans les quatre coins de la France. Ce qui fait que quand j'ai envie de me dire, tiens, je vais aller voir un tel, je sais que c'est à tel endroit et ça fait du bien. Donc ça c'est cool quand même. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur, quoi. C'est tout le temps des belles histoires, des machins de dingue, dans des lieux magiques. J'étais dans des ateliers où je tournais au solaire. Le tour était au panneau solaire. C'était un atelier qui n'existe plus. Les gens vivaient en autonomie totale dans cette maison. Voilà, c'était quasiment la maison au-dessus des nuages, quoi. Mais voilà, des belles rencontres. Je pourrais en citer tellement. Je veux dire, ça fait quoi, plus de 100, en 28 ans, ça fait plus de 100 ateliers. Puis tu fais un turnover. Donc je faisais l'Isère, après j'allais dans le Morbihan, j'allais dans le Cantal. Après j'étais un voyageur. Je travaillais. Moi j'ai aimé cette vie-là. Et j'ai commencé au bout de 28 ans, de réfléchir à me poser un peu, pas me poser dans le sens propre du terme, mais surtout, gérer ma monture. Parce que je me rendais compte, quand je rentrais, j'étais fatigué physiquement, et à un moment je me suis dit, pense à toi, sur un plan physique pour avoir la patate, et d'où l'idée, après l'itinérance, de me dire, je vais tout rassembler à l'atelier, ce que j'aurais pas voulu faire avant. Parce qu'avant, j'avais un atelier pour faire le rat de laboratoire. J'adore les mailles, j'adore les formes, j'aime bien pousser des choses à leur extrême, mais c'est pas toujours évident quand on voit le travail, parce que on n'est pas systématiquement dans la démarche technique de dire aux gens, s'ils ressentent quelque chose émotionnellement, je ne vais pas leur dire « alors ça c'est un travail qui... » et ça, les gens s'en foutent. C'est encore une question d'émotion. Les gens ressentent les choses, et c'est comme ça que ça se passe pour tout d'ailleurs. C'est pas parce qu'on va étaler sa technique que les gens vont y adhérer. Alors, il y a eu pas mal d'étapes, à vrai dire, dans ma vie de potier, qui est tout le temps liée à la céramique. J'ai commencé par le raku. Et je pense que ça a été la plus belle expérience que j'ai pu avoir, parce que j'ai pu obtenir, entre guillemets, des sensations que je n'ai jamais ressenties avant. Jamais. Voilà, donc j'ai travaillé, j'ai gagné de l'argent, je me suis fabriqué mon premier four à raku. Puis c'était pas le petit raku à 980 degrés. Moi, je voulais faire du raku à la japonaise, à 1200 degrés. Donc, tant qu'à faire, ce qui fait que ça a nécessité quand même, dans un premier temps, je rigole, mais c'était pas rigolo. Je veux dire, à 1200 degrés, quand on défourne, ça chauffe, ça chauffe la tronche, même tout entier. Donc, ce qui fait qu'il y a des moments où tout prenait feu. Ça m'est arrivé une fois dans un espace qui était une tuilerie. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai défourné, il y a eu probablement un appel d'air, bref, et tout s'est mis à brûler en un fragment de seconde. Je me levais des fois à 5h du matin, j'avais une idée en tête, j'étais impatient de me dire, bon, j'allais à 7h à l'atelier, je rentrais chez moi, il était 19h. J'ai vécu des moments mais extraordinaires avec le raku. Et d'ailleurs, c'était quasiment la meilleure période en ce qui concerne la céramique. Ensuite, je me suis dit, je vais calmer un petit peu la chose, je vais m'acheter un four. Donc un four pour faire de la terre vernissée, parce que j'avais vécu quand même pas mal de temps dans le sud. Je suis resté que dans un four électrique pour nécessité, compte tenu que je savais que j'allais bouger beaucoup. Voilà. Et donc j'ai commencé à faire de la terre vernissée. J'aimais cette spontanéité du décor, les engobes, j'ai adoré. C'était des étapes pareilles, voilà, tourner, finir les pièces, engober, décorer, voilà, c'est extraordinaire. C'est vraiment une sensation magique qui fait du bien. Et donc mon atelier, c'est ça. Je travaille, comme tu peux voir, voilà, donc il y a de tout là. Il y a du raku, il y a cette période raku qu'on voit là.
la période terre vernissée qui est là-bas. Ça aussi, c'est du raku. Voilà, travail d'émail, parce que des fois, il va me rester 1 kilo de grès, parce que voilà, il y a ça, de la terre blanche, du grès rouge, je mélange tout. Alors, c'est un kit tout double, hein. Des fois, j'ai des vilaines surprises, mais des fois, je me dis, quand j'ai un super résultat, mais j'ai pas pensé à ce que j'ai mis dedans. Donc, je me retrouve, tu vois, un peu dans une impasse, mais c'est pas grave, ça voudrait dire que ça devait se faire que pour cette pièce-là. Et puis ma période porcelaine, où là ça a très bien travaillé. Alors ça a été il y a une dizaine d'années, où je suis parti sur de la porcelaine, on va dire donc brute, pas émaillée. Et en somme, j'ai voulu faire un genre de travail comme des tableaux dans une forme abstraite. Et j'ai travaillé ça avec du papier et du fil. Voilà, c'était donc du papier buvard que j'engobais, tu vois, toc toc toc, je posais dessus. Et il fallait jongler, si tu préfères, à obtenir quelque chose d'abstrait. Je voulais pas une bande, tu vois, là c'est un engobe marron. Je voulais pas quelque chose qui soit parfait. Donc il fallait trouver le bon compromis. Et c'était pas évident parce qu'il fallait trouver la qualité du papier buvard. Ouais, ça a été galère. Et le bleu, pareil, et là le orange. Et ça a très 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 bien marché. Vivre de la céramique, c'est comme tout métier, à partir du moment où on est indépendant, c'est avec tout ce que ça comporte, pas seulement le côté, voilà, il n'y a pas que du rêve, il n'y a pas qu'une partie de rêve. Quand on a je prends un exemple, on arrive, je défourne, j'ai vu des fours complets, c'est un gros four, tout était à partir à la poubelle. C'est 3 jours le moral dans les chaussettes, puis pour être poli, on va dire. Et puis 3 jours après, ça y est, on se donne un coup de pied au cul, et puis il faut repartir, il faut relancer la chose. Et puis un jour, voilà, il y a un instant de grâce, on défourne, et là, sur l'inattendu, il y a une pièce, et là, c'est la claque. Ah ouais, moi, je me suis pris mais vraiment, hein, je me suis pris... je sais que c'est con, mais limite à en pleurer, quoi. Mais sérieusement, hein, je me suis retrouvé devant des pièces, j'avais aucune explication. C'était un compromis entre la forme, l'émail, l'effet, les détails. J'étais là, mais j'ai pas cherché à comprendre, j'ai pas cherché à reproduire, mais j'ai pris ça comme un vrai cadeau et une invitation à me dire, il faut continuer. J'aime mon atelier, puis c'est Saint-Amand-en-Puisé, moi j'aime bien ce coin, j'ai toujours aimé ce coin-là, tout s'y prête. Il y a le côté paysage, l'histoire, parce que la Puisée, j'ai fait je ne vais pas dire des milliers de kilomètres, mais j'ai creusé énormément dans la région, parce que ça m'a plu. En Puisée, enfin je dirais ici, c'est son sans racines, son sans glu. Enfin voilà, ça me motive bien, ça me motive vraiment bien. Et c'est pour ça que je reste ici. J'ai vécu à droite à gauche en France, je suis toujours revenu ici en Puisée. Toujours. Alors, faut pas me poser la question, hein. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a toujours parlé. Il y a beaucoup de poésie dans cette région. C'est une très belle anecdote. C'était, donc j'avais fait ma formation, j'ai appris au centre de formation ici à Saint-Amand-Puisé, au CNIFOP. J'avais décidé de changer de métier et surtout de me dire, je veux vivre de ce métier. C'était pas seulement là de me dire, je vais devenir potier. Je voulais vivre de ce métier. Donc je finis la formation. Donc voilà, je trouve du boulot. Novembre arrive et j'avais plus de boulot, quoi. J'avais plus rien du tout. Je suis originaire du Nord, donc je suis retourné dans le Nord de la France. Et j'ai bossé. J'ai bossé dans une agence intérimaire, écoute bien. J'ai mis des ballots de PQ pour gagner des ronds de 5h à 1h, de 5h à 1h et de 9h. Enfin bref, ça tournait comme ça en équipe. Et je me suis pris une claque. Je me suis dit, mais attends... Mais j'avais une vie de famille. Et moi, il fallait que ça... Voilà, j'étais pas simplement là pour... Et je me rappellerai toujours... Je téléphone à la personne qui m'a appris à tourner, donc mon formateur, et je dis à Yvon, écoute,
Tu connais pas une boîte qui cherche un tourneur? En novembre, c'est une période assez creuse. Hein. Il me dit, ouais, à Saint-Amand-en-Puisé, il y a Normand, donc qui est une boîte qui dépotait. Il cherche un tourneur. Ouais, je lui dis, attends, t'es sérieux? Attends, je sors de formation, j'ai aucune expérience. Il fait, t'es pas plus con qu'un autre. Vas-y, il fait. De toute façon, c'est quoi le risque? C'est quoi la réponse? Oui ou non? Je me démonte pas, je téléphone à Fabrice Normand, et il fait, moi j'ai besoin d'un tourneur de 10 ans, qui a 10 ans d'expérience. Oui, bon, bah là, ça la foutait mal, hein. J'avais quelques mois, mais j'avais une détermination qui était... je me suis pas démonté. Ah, il me dit, vous savez, ici on tourne pas des tasses à café. Non, non, mais moi j'apprends très vite. Oh, je sais pas ce que j'allais apprendre. Mais il me dit, venez tel jour, j'y vais. Donc, imagine, t'as pas beaucoup d'expérience, c'est une boîte de renom. J'ai pas tourné de petit, c'est parti directement sur du 3 kilos. Donc dans ta tête, quand t'as pas beaucoup d'expérience, autant dire que là, t'as intérêt à te motiver, parce que c'est très éprouvant physiquement. Il me fait, tu viens tel jour, tu fais un essai de 3 jours, et bah voilà, le 3e jour, je finis ma journée, je vais le voir, je peux faire mieux, mais il me faut du temps. Voilà ce que je lui ai dit, et il m'a dit, je t'embauche. À ce moment-là, imagine, tu changes de vie, et là, tu rentres dans une boîte qui, pour moi, à cette époque-là, c'était en 93, c'était juste, j'étais Captain America. Je suis sorti, j'avais une patate. Oh, mais je marchais sur l'eau. Bref, c'était un moment, mais vraiment un très très grand moment dans ma vie. Ça a été un grand tournant. Et il fallait savoir une chose, c'est que le centre de formation existait depuis 17 ans, et jamais un stagiaire avait pu être embauché dans une boîte de Saint-Amand. C'est un très très beau moment. De ma vie, après la naissance de ma fille, hein, parce que le plus beau pour moi c'était ma fille, mais je veux dire, pour moi, c'était avoir pu changer, confirmer, et qu'on te dise oui, bah, je peux te dire franchement, après ça, tu te dis, bon, bah, la vie est belle, hein. Alors c'est des terres naturelles que j'essaye de trouver à droite à gauche. Moi j'essaye de rester dans le local. Voilà, j'essaye pas de faire venir des terres qui viennent de je sais pas où. Les émaux, je les mets au point parce que je me régale avec les émaux. J'aime bien travailler l'émail. Si je m'écoutais, je ferais que de l'émail parce que c'est magique. Et puis il y a un côté, par exemple. Alors j'ai une pièce qui est... Ah bah voilà, celle-là, regarde, voilà, là, ici, la tasse qui est au milieu. Eh bien là, pour moi, tu vois, c'est un émail, on va dire... Imagine, là, le sable, t'es dans le désert, et là, c'est la nuit, et t'as un ciel étoilé. La représentation est liée. Après, bon, bien sûr, voilà, c'est... Mais cet émail, j'ai vraiment pris... voilà, il aboutit, ils font bien. Et pour l'émail, bon, voilà, j'ai des bases, et après, ça pousse la curiosité, parce que une recette en appelle à une autre, on fait des essais, puis il y a des erreurs. Je dirais qu'on apprend beaucoup plus de ces erreurs et on arrive à personnaliser son travail de par ces erreurs. J'adore avoir une bougie allumée dans l'atelier. Toujours. Je ne sais pas pourquoi. En ayant bougé à droite à gauche, des fois ça remplace... Alors, je ne veux pas dire que ça remplace une personne, il ne faut pas exagérer. Mais j'adore la présence d'une bougie. Voilà, et puis voilà, cette photo, alors c'est une histoire, ça date donc après 1950, un truc comme ça, c'était à la poterie Normand. Et cette photo-là, pour moi, elle raconte vraiment le métier que c'est, parce que, ayant vu des anciens tourneurs qui sont partis à la retraite, qui sont certains plus là, tu vois le métier comme il est dur. C'est un métier qui est difficile. Voilà, ça c'était les tourneurs, ça c'était les cuiseux, comme on appelle ça, tu vois. Et ça c'était monsieur Guy Normand. Alors j'adore cette dame là au milieu, la patriarche on va dire, elle est lumineuse quoi, tu vois, puis des gens derrière. Regarde, non mais attends, c'est extraordinaire. Eh ben ça, je sais pas pourquoi, ça et la bougie sont des choses que je ne sépare pas. Alors voilà, sans rentrer dans la nostalgie, je suis pas du tout un nostalgique.
Si un jour il faut partir d'ici, je ne veux pas m'accrocher au mur, alors surtout pas. Hein. C'est un métier, j'ai été surpris d'en vivre à des périodes de l'année comme en hiver, par exemple, janvier, février, mars, je me suis retrouvé confort financièrement, tu vois, ma famille, j'adore manger, j'adore boire, j'adore voyager, visiter un pays, parce que ça j'adore, tu vois, voilà, on aime bien ça, et c'est indissociable, voilà. Mais c'est un moyen, c'est surtout un moyen. Moi, la céramique, c'est un moyen. Et si on peut conjuguer la réalisation de ton rêve et de vivre et de t'épanouir, alors là c'est le jackpot. Mais il y a des mois où c'est pourri, où tu gagnes pas une thune, où tu te serres la ceinture, ou même la facture d'électricité, ou les impôts, c'est galère. Ben, ça fait partie du jeu. Et je pense que c'est ça qui est bien aussi. C'est ça qui est bien. Voilà. Mais je travaille, c'est sans filet. Je ne sais pas si j'aurai une retraite. Et je ne pense pas à la retraite parce que ça ne veut pas dire grand-chose quand on a eu plus de la moitié de sa vie à essayer de continuer un rêve. Et ça, je fais beaucoup de rencontres avec des gens qui n'étaient pas du tout dans le domaine de la céramique, mais qui ont décidé à tel âge de changer de vie. Je les comprends, eux font à 40 ans, moi j'ai pris le risque à 25 ans. J'en ai rien. Si je devais recommencer demain, alors là, c'est d'autant plus avec un contexte comme celui-là, je dirais que oui, c'est la porte ouverte à changer les choses. De toute façon, on n'est que dans une période de changement. Quand je vois des gens qui décident de changer de métier, je pense que c'est une période qui est très bien. Parce que les opportunités, elles sont là. Chose qu'on ne les voit pas quand on a une synergie dans une société qui ne prend plus conscience, mis à part consommer, etc. Il y a des choses qui font que les gens se disent « ouais, je le ferai plus tard ». Là, c'est peut-être la bonne opportunité pour le faire. Il faut surtout plus se mentir. Il faut pas se mentir, non, il faut pas se mentir, surtout pas. C'est ce qui fait aussi que le travail devient un peu plus vrai. Voilà, là, il n'y a plus de filtre. Des fois, ça fait peur, hein, je te jure que... Je dirais, ne pas reconnaître son art, c'est laisser la réussite au médiocre. C'est pas de moi. Hein. Il faut pas attendre. Il faut pas attendre. Quand on a quelque chose en soi, il faut essayer de l'exprimer. Déjà, c'est beaucoup de l'exprimer. Quand on est en recherche de travail, on regarde beaucoup le travail des autres. Et ça n'a jamais été vraiment une source d'inspiration parce qu'on plonge un petit peu dans des... Enfin, plus j'ai cherché un travail en cherchant chez les autres, j'ai pas trouvé. Il y a des travaux qui m'ont plu, mais qui ne m'ont jamais inspiré. Le combiné de ce que je peux voir par moment m'inspire à faire des choses. En l'occurrence, les arbres, parce que j'adore les arbres, ça me parle énormément. Les expressions de ce que je peux avoir dans mon travail, c'est toujours une ascension. Je pense qu'on est comme les arbres, hein. On est une ascension, on tend vers quelque chose. L'arbre, il fait la même chose, hein, on va dire, une forme de nous, c'est spirituel par rapport à la lumière. L'arbre, c'est la même chose, hein, il monte pour la lumière. Donc, c'est une forme d'inspiration dans la nature. Voilà, je pense que le tout est une forme d'inspiration. Et je pense que ça peut être la trame d'un peintre, d'un sculpteur, même d'un agriculteur, de ce qu'il va ressentir, goûter ou quoi que ce soit, même d'un vin, c'est une inspiration. Mais c'est une harpe où tous les ans je rajoute une corde. Il y en a d'autres qui me reviennent en me disant « Tiens, j'avais oublié ça, ça peut être aussi un autre chemin pour faire telle et telle chose. » Voilà, moi j'aime bien ça, j'aime bien. C'est pour ça qu'il faut être patient. Il faut être très patient. C'est peut-être pas évident à l'heure actuelle parce qu'on n'a peut-être pas le temps. Puis si on veut en vivre, c'est difficile de se dire. Mais quelque part, il n'y a que comme ça qu'on arrive à durer dans un métier. Je parle avec des collègues qui sont menuisiers de longue date. C'est la première règle, c'est d'avoir appris. Et ensuite, eh bien, les encaissements, les échecs, les machins font partie de la durée du métier. Mais il y en a qui n'y arrivent pas, donc ils arrêtent vraiment leur activité. Moi, ça m'est arrivé 3 ans où j'ai arrêté le métier de potier. Et là, même si j'ai pas beaucoup de moyens à cette période-là, je ne lâcherai pas mon atelier. Ah non. Ce qui me plaît, alors quand je rentre dans mon atelier,
c'est l'odeur. Quand je vois de la terre, ça me motive. C'est des petits détails. Et puis cette sensation au niveau du tournage. C'est un contact. Pas avec n'importe quelle terre, je dirais avec le grès. Il y a quelque chose de magique. Il y a vraiment quelque chose de magique avec le grès. Je vais exagérer. Là. C'est comme si je discutais avec quelqu'un. D'avoir un échange avec quelqu'un. Là, c'est avec une matière. C'est elle qui aura toujours raison. À moins que je veuille être exigeant, que ça soit quelque chose de maîtrisé comme je veux pas. Donc je me laisse un petit peu surprendre. Des fois, ça part en sucette. Et des fois, c'est juste, je me dis, waouh, c'est génial. Moi, je dirais que dans le domaine de la céramique, il faut être curieux. Voilà, il faut être aventurier, on va dire. De toute façon, la terre, c'est une aventure. En somme, la terre, on essaye de réduire, ne serait-ce que dans un bol. C'est con à dire, on a la terre dans ses mains, mais ça peut être un voyage qui nous inspire et qui nous invite à aller plus loin. Merci à Hernan Vargas et à Ili Mandara de nous avoir prêté leur musique. Merci infiniment aux céramistes de s'être confiés à notre micro. Vous trouverez les liens des travaux de toutes ces personnes dans la description et nous, on se retrouve pour le prochain épisode de Pot Cassé. Haute ou basse température? Haute température. Oxydation ou réduction? Oxydation. Grès ou porcelaine? Grès, porcelaine et les deux en même temps, des fois. Thé ou pinard? Oh bah là, ça dépend de l'heure de la journée. Hein. Fer ou cobalt? Cobalt. Potier ou céramiste? Ça dépend du travail que je fais. Collectif ou solitaire? Pour être collectif, il faut être solitaire aussi. 100 grammes ou 2 kilos? Bah ça dépend des périodes. Chamotte ou lisse? Il y a des pièces qui se combinent avec les deux, donc voilà. Tablier ou combinaison? Tablier. Musique ou silence? Ça dépend des moments. Radio ou podcast? Ça dépend des moments aussi. Oui, merci. Merci Franck.